Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes dans une circonstance quelque peu particulière puisque vous me retrouvez à travers ce prisme virtuel pour vous proposer une série de recommandations qui vont concerner votre TFE. Tout le département éducateur spécialisé en activités socio-sportives est solidaire de ce qui vous arrive. Nous sommes tout à fait conscients de la crise absolument inédite que nous rencontrons et des nécessités absolument impérieuses que cette crise nous amène à devoir rencontrer. À ce titre, nous avons pris conscience que vous pouviez éprouver quelques difficultés quant à la partie dite empirique, la partie pratique, qui est relative à l'exécution de votre TFE. Et nous avons discuté entre nous d'une manière d'essayer de vous accompagner pour que vous puissiez disposer tout de même de quelques balises vous permettant de vous repérer dans cette partie qui était, pour certains d'entre vous, à peine inaugurée. Voici donc, à travers cette courte vidéo, quelques propositions que nous aimerions vous faire pour vous aider à réaliser autant que faire se peut et de la manière la plus efficace, adéquate et réaliste qu'il soit, cette partie dite empirique. C'est parti. Intéressons-nous à la question du terrain. Vous êtes allé en stage, vous avez donc fait la rencontre de votre terrain qui devait idéalement vous servir à réaliser votre partie empirique. La première question à se poser est donc de savoir quelle place le terrain allait occuper dans votre partie empirique. Est-ce que le terrain était là pour confirmer, interroger des hypothèses de travail que vous aviez? Est-ce que le terrain était là pour une démarche de nature exploratoire? Il s'agissait donc d'interroger un phénomène, de voir si un problème était rencontré et la façon dont ce problème était résolu. Est-ce que c'était une démarche plus compréhensive? La volonté était de comprendre un fonctionnement institutionnel ou des pratiques réalisées à l'égard de bénéficiaires à travers une série d'outils. L'idée est donc de savoir déjà quelle place prenait le terrain pour vous. En fonction de cette place que le terrain devait prendre, il y a trois idées à avoir en tête. Soit ce terrain, il faut y renoncer, puisque vous ne pouvez plus y aller, et que, peut-être pour certains d'entre vous, travailler par distance, ce que je présenterai tout à l'heure, n'est pas possible, il va falloir trouver une autre façon d'utiliser des données dites de terrain. Je présenterai tout à l'heure des modèles qui permettent de pouvoir collecter des informations de terrain de façon indirecte. Vous n'aurez pas des données issues de votre pratique directe, mais des données issues de la littérature sur le sujet. Soit vous pouvez également modifier les données que vous comptiez récolter sur le terrain. J'entends par là qu'il faut peut-être penser à d'autres dispositifs que ceux que vous aviez imaginés. Vous n'aurez pas l'occasion de mettre en place peut-être l'activité que vous aviez prévue avec vos bénéficiaires de la façon dont vous espériez la mettre en place. Mais peut-être que vous pouvez interroger vos bénéficiaires, interroger l'équipe éducative, interroger votre maître de stage d'une façon différente. Nous verrons tout à l'heure quels sont peut-être les moyens d'y parvenir, en lien évidemment avec votre promoteur de TFE qui vous donnera, selon son expertise et ses compétences, l'indication la plus juste que vous pourrez atteindre. Troisième possibilité, vous avez, et c'est fort bien, eu l'occasion déjà de récolter des informations de terrain. Il s'agit donc là de les conserver. Quoi qu'il en soit, vous avez probablement, d'une manière ou d'une autre, glané des informations sur le terrain. Ces informations sont de plusieurs natures. La première manière d'avoir glané ces informations vient des notes que l'on appelle des notes descriptives. Il s'agit ici de phrases, d'éléments que vous avez notés dans votre journal de bord peut-être, où vous décrivez un ensemble de comportements, de pratiques,
d'activités, de phénomènes, de faits observés sur le terrain. Il s'agit donc de description de ces événements. Il est possible également que vos notes soient de nature plus réflexive. Vous avez non plus décrit, ou peut-être un peu, mais surtout vous avez questionné le sens de ces démarches. Pourquoi ces démarches sont-elles réalisées? Ces réflexions vont pouvoir être utiles. Troisième possibilité, vous avez fait des notes dites prospectives. Vous avez noté quelque part ce que vous comptiez travailler, ce que vous comptiez mettre en place, les différents outils, les différents designs expérimentaux que vous espériez pouvoir développer sur le terrain. Ces notes ne sont pas perdues, vous pourrez les utiliser. Quatrième possibilité, ce sont les notes d'analyse. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des bénéficiaires, des praticiens, et que vous avez déjà pu travailler sur ces données pour essayer d'en dégager une compréhension ou du sens. L'importance, vous le voyez donc pour le moment, par rapport à ces notes de terrain, à cette expérience de terrain que vous avez eue jusqu'ici, c'est de déterminer dans quelle mesure il s'agit là d'éléments fiables, d'éléments que vous pouvez critiquer. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plutôt intuitif, et donc ces notes devront faire l'objet d'une analyse critique de votre part, d'une capacité à prendre de la hauteur, pour ne pas interpréter ce que vous aurez retiré du terrain comme étant des réalités, mais comme étant des représentations, des perceptions, des reconstructions, des compréhensions de ce terrain, à l'aune d'une catégorie subjective qui est celle de votre expérience de stage. Ou bien ces notes sont peut-être plus structurées, ce sont des choses que vous aviez déjà travaillées avec votre promoteur, avec votre maître de stage, auquel cas ces notes seront utile, évidemment. Ce qui est important pour nous, l'ensemble des enseignants, dans cette partie pratique, c'est que vous soyez capable de suivre la procédure suivante. Essayez de nous détailler ce que vous avez fait. Racontez-nous pourquoi vous avez mis en place ou vous comptiez mettre en place tel dispositif ou tel autre dispositif. En vue de quoi est-ce que vous vouliez mettre en place ce dispositif? Il ne s'agit plus de dire ce que vous vouliez faire, mais de nous expliquer ce que vous vouliez faire en vue d'un objectif terminal, un objectif final que vous poursuiviez. Il s'agit donc également pour nous de comprendre le processus par lequel vous êtes passé jusqu'à son terme où vous êtes parvenu au moment où votre stage s'est interrompu. Donc, établissez une chronologie, une sorte de ligne du temps des différentes démarches pratiques que vous avez mis en place. Pour certains d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de mettre en place cette expérience pratique, vous pouvez procéder, comme nous l'avions vu en méthodologie en première année, à ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est-à-dire que vous pouvez tenter d'essayer d'imaginer à quoi votre travail, à quoi votre exercice de terrain aurait pu ressembler s'il avait pu être conduit jusqu'à son terme. Vous aviez envie de mettre en place une activité sportive? Eh bien, décrivez-la nous. Indiquez-nous quels étaient les avantages de cette activité, quels étaient les bénéfices que cette activité allait pouvoir apporter aux bénéficiaires de cette activité, mais également peut-être à l'institution ou à l'équipe éducative. Montrez-nous également quelles sont les limites du dispositif que vous aviez envisagé en notant ce qui vous semblait peut-être inatteignable, irréaliste ou peut-être encore sujet à de nombreuses questions. Enfin, et avant de vous détailler les différentes méthodes de récolte de données qui sont toujours possibles, il s'agit encore pour moi de vous mettre en évidence le fait que le terrain, d'une façon ou d'une autre, est d'une certaine mesure encore accessible. Vous avez plusieurs possibilités, chers étudiants, de pouvoir continuer à rencontrer le terrain. Nous sommes dans une procédure de distanciel, la façon dont je vous parle ici à travers cette capsule vidéo le démontre. Vous avez la possibilité encore de pouvoir joindre votre maître de stage par téléphone.
de pouvoir, évidemment en accord avec votre promoteur de TFE, et sous réserve de garanties évidemment éthiques, déontologiques, d'anonymat, vous avez la possibilité encore de travailler avec votre public, de construire un guide d'entretien, de prendre un temps avec eux pour faire des discussions, des échanges, des interviews à travers les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui, Skype en étant un, Teams en étant un autre, Zoom en étant un troisième, et je suis certain qu'il y a encore des tas de dispositifs comme Hangout qui vous permettent de pouvoir faire ces entretiens en distanciel. Si vous ne parvenez pas à faire ces entretiens en distanciel, que d'une manière ou d'une autre le terrain direct vous est impossible, il vous reste le terrain indirect. Le terrain indirect est possible à travers la recherche documentaire, la récolte de données, que vous pouvez glaner à travers toute la littérature scientifique sur le sujet qui vous intéressait, et je vous expliquerai ça tout à l'heure avec notamment les études de cas. Cette littérature scientifique est toujours accessible via le Cairn notamment, via Scopus, via Science Direct, via ResearchGate, via Google Scholar. Vous avez donc toujours la possibilité de pouvoir accéder à ces informations ou peut-être encore à des informations qui viennent de votre lieu de stage. Par exemple, des rapports que vos maîtres de stage pourraient vous donner ou des informations issues des dossiers auxquels vous pourriez encore avoir accès. Nous allons donc maintenant, après ce premier apéritif qui vous donne l'idée qu'il y a moyen et d'utiliser les données de terrain ou de les modifier, ou bien d'y accéder d'une façon indirecte, nous intéresser aux différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour la partie pratique, avec leurs avantages et avec leurs limites. A tout de suite. Bien, nous allons maintenant nous intéresser aux différentes méthodes, aux différents outils que je peux vous proposer avec mes collègues du département éducateurs spécialisés en activités socio-sportives pour que vous puissiez vous repérer dans la jungle des moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, réaliser cette partie empirique. J'insiste tout de suite. Cette partie empirique et les méthodes que vous allez employer pour pouvoir l'investiguer doivent d'abord et avant tout faire le fruit d'une discussion avec votre promoteur de TFE. C'est véritablement lui ou elle qui va décider de la meilleure méthode à employer au regard de la spécificité de votre TFE et de la façon dont jusqu'ici vous avez pu conduire votre travail. Ce que nous proposons à travers cette vidéo, ce sont simplement des aides, des guides méthodologiques pour ouvrir la perspective de réflexion qui pourrait être la vôtre et vous aider à penser les choses. La première idée à avoir en tête, c'est cette idée que cette partie empirique va permettre de mettre au jour un ensemble de significations. Comme je le détaillerai dans un instant, il s'agit d'une méthode probablement qualitative et donc pas quantitative. Vous ne produirez pas des chiffres qui vous permettront de pouvoir généraliser vos résultats, mais vous produirez plutôt des données qui vont faire état de représentation du public, de l'échantillon que vous aurez glané. Il faut donc garder à l'esprit que la façon dont vous allez opérer n'est pas nécessairement une méthode hypothético-déductive, à savoir une enquête sur le terrain qui va chercher à valider, confirmer, interroger des hypothèses a prioristes que vous pourriez avoir. Peut-être que vous n'avez pas d'hypothèse de travail jusqu'ici, et c'est peut-être une très bonne chose. Peut-être que cette démarche est de nature exploratoire, et donc il s'agit pour vous de comprendre l'état des faits d'une situation et que les hypothèses viendront, et ce n'est pas nécessaire, dans un après-coup, dans des hypothèses qu'on appelle postérieures. Peut-être avez-vous des hypothèses a priori, et il s'agira de voir avec votre promoteur de TFE si ces hypothèses peuvent toujours être
travailler sur le terrain, ou bien si, comme je l'ai détaillé tout à l'heure, elles doivent être soit abandonnées pour des raisons pratiques tout à fait compréhensibles, soit modifiées en fonction des difficultés actuelles ou de la nécessité de les repenser à partir du cadre dans lequel nous sommes. Il est important, quoi qu'il en soit, de trianguler vos données. Ça veut dire que vous ne pouvez idéalement pas vous contenter d'une seule source. Évidemment, c'est frapper au coin du bon sens. Plus vous allez, comme dans n'importe quel travail d'investigation, disposer de sources différentes, plus vous allez avoir un matériel complexe. Cette complexité ne doit pas être perçue comme quelque chose qui va noyer vos données, mais au contraire comme la possibilité d'éclairer une même situation à partir de points de vue différents. Ainsi, si vous avez sur la question de l'autisme le point de vue et des parents et des éducateurs et de votre maître de stage, vous avez là beaucoup plus de tissu pour pouvoir mailler vos réflexions que si vous n'avez que le point de vue des éducateurs. Si c'est le cas, c'est déjà très bien que vous l'ayez, mais peut-être alors sera-t-il utile d'ajouter, de compléter ce point de vue de terrain par une série de lectures que vous pourrez glaner à travers des écrits qui sont disponibles dans les différentes bases de données. Point suivant, gardez à l'esprit qu'il y a des biais auxquels vous devez être attentif. Ces biais, dans une recherche qualitative, sont des biais qui pêchent par trop, entre guillemets, de subjectivité. Les données que vous avez, vous devez, avec votre promoteur de TFE, les examiner avec la plus grande critique. Peut-être que les personnes qui vont répondre à vos questionnaires, à vos entretiens, le font pour vous faire plaisir. On parle là d'un biais de désirabilité sociale. Les gens répondent moins ce qu'ils pensent que ce qu'ils croient que vous souhaitez entendre. Il faut donc être critique par rapport à votre matériel. Peut-être êtes-vous dans un biais de représentation des données. Les taux de base ne sont peut-être pas bons. Si vous avez collecté un ensemble de données, peut-être que vous pensez que cet événement se produit partout, en tout temps, alors que c'est peut-être juste dans l'échantillon que vous avez glané que cet événement se produit. Ces différents biais, vous pouvez y accéder par différents ouvrages, et notamment par les ouvrages de Gérald Bronner, qui est un sociologue français, qui a travaillé beaucoup sur ces différents biais, et notamment le biais le plus connu que nous avons vu en première, le biais de confirmation, qui est en fait le biais par lequel nous passons lorsque nous cherchons à travers la littérature ou à travers nos entretiens à valider des choses qu'au fond nous savions déjà et qui vont dans le sens de ce qui nous flatte. Point suivant, l'idée, si vous voulez, que vous êtes dans une recherche qualitative. Ça veut dire que dans une recherche qualitative, ce qui va être important, c'est de comprendre le sens, la signification des actes, des conduites, des différents acteurs que vous allez interroger. On parle dans ce cas-ci d'herméneutique. Ça veut dire que vous allez véritablement, à partir de ce matériel de terrain, chercher le sens des actions, leur signification, à travers la confrontation à l'environnement naturel dans lequel ces choses se sont proposées. Ce qui veut dire qu'il s'agit moins de dégager des vérités valables en tout temps et en tout lieu que des vérités relatives, restreintes à l'environnement précis dans lequel vous avez fait votre TFE et qui sont tout à fait adéquates mais ne pourront évidemment pas être généralisées. Ainsi, évitez de grâce de dire à la fin de votre TFE que vos données récoltées sur le terrain permettent de conclure à une confirmation de vos hypothèses. Avec probablement le peu de données que vous avez, vous ne pourrez rien confirmer. Vous pourrez simplement indiquer que les données du terrain soit infirment ce que vous imaginiez comme hypothèse, donc les données de terrain n'ont pas permis de valider votre hypothèse, ou alors que les données de terrain, si ça a fonctionné, vont dans le sens d'une réflexion qui pourrait, si on agrandissait l'échantillon, donner peut-être des indications d'une réalité plus vérifiable, plus tangible. Ce que nous faisons, nous le faisons localement,
petitement, mais petitement ne veut pas dire médiocrement. Au contraire, ce que vous allez faire est de première importance, mais restons modestes, ça vaut pour l'échantillon que nous avons glané et pas pour tous les échantillons, évidemment. À ce propos, au niveau des échantillons, sachez que quand vous faites une recherche qualitative, les échantillons ne doivent pas être nécessairement représentatifs. Puisque vous ne cherchez pas une généralisation de vos résultats, vous ne devez pas avoir des critères de sélection de vos échantillons qui sont absolument rigoureux au sens de fermer, obtus, et donc de rejeter toute personne qui ne rentrerait pas exactement dans la définition de votre échantillon. Il y a plus de souplesse pour incorporer des personnes dans le panel des gens que vous allez interroger. Donc n'hésitez pas à en discuter avec votre promoteur d'ETF. L'objectif, c'est donc d'arriver à un éclectisme des données. Vous allez avoir différentes manières de pouvoir aller à la rencontre de ces données. Et comme le disait Olivier Schwartz, les choses qui sont dites sur le terrain sont tout à fait valables. Elles sont cognitivement aussi instructives que des données plus scientifiques. Donc ce que vous avez glané auprès de vos bénéficiaires ou auprès des collègues sur le terrain sont tout à fait des éléments qui font validité dans votre travail, pour peu que vous l'ayez fait avec sérieux et pour peu que vous ayez un esprit critique par rapport à ces données en les confrontant à la sagacité de votre promoteur de mémoire qui vous aidera à pouvoir dire si ces données sont exploitables et si elles le sont, dans quelle mesure elles le sont. L'idée aussi à dégager là derrière, c'est que ces données sont dans un processus de récursivité. Si vous faites des entretiens, par exemple, on y viendra juste après, si vous faites des entretiens semi-structurés, ou de l'observation, gardez à l'esprit que vous allez faire des va-et-vient. On parle parfois dans le jargon de snowball theories. Donc c'est des effets boule de neige. Vous allez aller dans un sens et puis dans un autre sens. Vous allez aller et revenir et c'est tout à fait normal. Vous allez aller sur le terrain et vous allez glaner des informations dans la littérature. Cette littérature, je l'ai dit tout à l'heure, est soit une littérature savante, comme le dit Olivier de Sartan dans son ouvrage sur la rigueur du qualitatif. C'est une littérature qui est faite d'articles validés empiriquement par des pairs ou bien réalisés par des personnes tout à fait établies dans le domaine. Mais c'est aussi la littérature grise qui est faite de rapports, de notes que vous allez pouvoir glaner. L'important est donc de dire d'où vous tirez ces données, de nouveau dans cette perspective de triangulation. Vous allez peut-être également avoir des données qui vont être issues de milieux tout à fait novateurs, comme les données audiovisuelles. Les données audiovisuelles sont celles que vous aurez notamment en travaillant via les médiums que nous avons maintenant, du virtuel. Ça peut être également des bandes audio, ça peut être des photographies, ça peut être des vidéos, ça peut être des films. Bref, vous pourrez faire feu de tout bois à condition que votre promoteur en voie l'intérêt et que la façon dont vous réglez ces données soit suffisamment solide. Passons maintenant à quelques dispositifs potentiels au regard de la situation que nous vivons actuellement et qui est une situation évidemment de crise. Une des manières de travailler, c'est l'entretien compréhensif qui a été développé par Kaufmann. L'avantage de l'entretien compréhensif, c'est que vous pouvez partir de la question de votre TFE et interroger différents acteurs, des bénéficiaires, des membres de l'équipe, sans vous soucier de disposer de questionnaires tout à fait établis avec des questions tout à fait précises. Vous pouvez donc interroger la personne sur ses représentations sur le sujet sans chercher absolument à conduire la personne interrogée dans un chemin tout à fait précis auquel vous voudriez l'amener. Et donc il y a dans cet outil une plus grande part de subjectivité, d'investissement, et c'est une excellente chose, mais il faudra donc justifier pourquoi vous choisissez de faire ce type de démarche. L'entretien compréhensif, vous en trouverez
lecture dans cet ouvrage de Jean-Claude Kaufmann qui porte directement sur le sujet et qui vous permettra de pouvoir vous y intéresser. De manière plus générale, les entretiens au sens général du terme se retrouvent dans l'ouvrage que vous voyez ici d'Alain Blanchet, qui est une référence avec Anne Gottman de la façon dont un entretien peut être construit, conduit et la façon dont il est ensuite analysé. D'autres possibilités existent. Il y a notamment l'observation directe. Jean-Marie Arborio a travaillé sur cette question de l'observation en mettant en évidence que nous pouvons faire de l'observation participative en récoltant toute une série d'informations sur le terrain, en les triant, en les comptabilisant, en les classant, en les analysant. Cet ouvrage fait état des différentes manières de pouvoir accéder à des informations à partir de ce terreau d'observation. Il est extrêmement bien fait. Pour ceux qui en auraient la possibilité, il y a également le questionnaire. Le questionnaire est un peu plus ardu à réaliser, puisque vous disposez peut-être un peu moins d'outils méthodologiques pour pouvoir le faire, mais ça reste, comme le dit François de Singly, un outil absolument remarquable et puissant, qui ne doit pas nécessairement être administré à un très grand nombre de bénéficiaires. Vous pouvez choisir 5 ou 10 bénéficiaires à qui vous allez faire passer des questions qui sont en fait des questions factuelles, où vous leur demanderez de répondre à des choses très précises qu'ensuite vous allez comptabiliser et que vous allez analyser avec votre promoteur de TFE. Autre manière de fonctionner, le récit de vie. Le récit de vie est peut-être un peu plus compliqué à réaliser parce qu'il s'agit en fait d'une mesure longitudinale. Idéalement, vous allez suivre une personne pendant une certaine durée. C'est un processus narratif. Vous allez interroger la personne en lui demandant de vous raconter comment elle vit une situation dans laquelle elle se trouve. Par exemple, comment elle vit le confinement qui est le nôtre pendant plusieurs semaines. Et vous allez vous faire secrétaire de son récit en notant ce récit de semaine en semaine, l'élaboration et la complexification de ce récit. C'est une très belle manière de travailler qui est détaillée dans cet ouvrage de Berthaud, que vous pouvez évidemment aussi vous procurer, mais qui nécessitera alors un accompagnement tout à fait spécifique de la part de votre promoteur de TFE. À côté de l'entretien semi-structuré que nous avons évoqué, il y a les entretiens plus classiques dits semi-directifs. L'entretien semi-directif, je crois que je ne vous apprends rien ici, repose sur un guide d'entretien. Ce guide d'entretien cherche à établir un ensemble de questions, pas trop, en général 10 questions, à maximum 15 questions, dites des questions ouvertes où, à partir d'un thème que vous avez travaillé dans votre partie théorique, vous allez interroger des bénéficiaires ou des acteurs de terrain sur ces différents thèmes que vous avez examinés dans la partie théorique afin d'avoir leur représentation, leur compréhension, leur ressenti de ces différentes informations sur le terrain. À ce niveau-là, il existe de très nombreux ouvrages et articles qui détaillent et la façon dont vous pouvez construire ce guide d'entretien et l'intérêt de pratiquer ces entretiens semi-structurés. Je vous renvoie notamment à notre cours de méthodologie de première année que vous avez eu l'an dernier. Il y a ensuite une autre possibilité, c'est l'étude de cas. L'étude de cas, c'est une possibilité d'accéder à de l'information, soit de façon directe, soit de façon indirecte. L'étude de cas directe signifie que vous allez, avec votre promoteur de TFE, construire une analyse critique, complète, d'une situation de terrain, d'une personne que vous avez peut-être accompagnée, ou d'une personne qui a été accompagnée ou qui est encore accompagnée par votre promoteur, votre maître de stage, et vous allez tenter d'en faire une analyse à partir de ce que vous souhaitez mettre en lumière dans votre TFE. En l'occurrence, si la question est une question de la régulation des émotions, par exemple, eh bien, vous pouvez faire une analyse de cas d'un bénéficiaire en particulier et voir comment, sur cette question de sa régulation émotionnelle, il est parvenu à vivre, dépasser, traverser des événements traumatiques difficiles
et à travers cette analyse-là, faire des allers-retours entre la situation de terrain et ce que la littérature prévoyait. Les analyses de cas sont aussi parfois réalisées de manière indirecte. Si vous n'avez plus la possibilité de pouvoir accéder à votre lieu de stage pour des raisons tout à fait compréhensibles et valables dues à cette période de confinement, vous pouvez alors aller chercher des études de cas dans la littérature sur le sujet qui est le vôtre dans votre TFE. En l'occurrence, vous pouvez, je prends l'exemple de Freud, aller voir le cas de l'homo loup, de l'homo rat, du président Schreiber, de situations qui ont déjà été travaillées par d'autres auteurs qui, à l'appui de ce cas, ont voulu mettre en évidence une forme de psychopathologie, une manière d'être au monde. Ce peut être un cas présenté par Goffman, pour saluer M. Collin, ça peut être un cas présenté par d'autres professionnels, et vous allez vous appuyer sur ces situations-là pour étayer vos propos, documenter vos propos. Il s'agit donc d'une sorte de relecture d'études de cas qui ont déjà été travaillées par le passé par d'autres personnes. Il y a également une dernière manière de fonctionner que j'avais envie de vous présenter, qui est l'analyse thématique. Alors l'analyse thématique est une méthode qui est détaillée dans un ouvrage, je le cherche ici, de Payet et Mucchielli, qui est une méthode d'analyse des données que je trouve en général très intéressante pour des éducateurs spécialisés. Il s'agit en fait, si vous voulez, d'un processus par lequel ce que vous aurez glané comme information à travers des entretiens semi-structurés ou à travers des récits compréhensifs, eh bien, ces différents entretiens, vous allez en fait les décortiquer pour les analyser d'une façon tout à fait spécifique, une thématisation. Ça veut dire que vous allez d'abord prendre vos différents verbatims, c'est-à-dire l'ensemble des propos que vous aurez échangés avec vos bénéficiaires ou avec les acteurs que vous aurez interrogés. Vous allez prendre ces différents verbatims, vous allez les relire, et à côté, dans une marge, vous allez noter un ensemble de codes. Les codes, en fait, ce sont des termes plus génériques qui vous semblent illustrer ce que le bénéficiaire ou l'acteur vient de dire. Prenons un exemple. Si vous interrogez des éducateurs sur la gestion, par exemple, du week-end lorsqu'il s'agit de s'occuper d'enfants atteints du spectre de l'autisme, eh bien, vous allez voir que le terme charge mentale, ou le terme autonomie, ou le terme partage social va revenir régulièrement à travers les différents propos des différents acteurs qui auront été sollicités. Eh bien, vous notez ce terme-là. Manifestement, c'est un terme qui revient régulièrement. À partir de ces différents codes, vous allez créer des thèmes plus généraux. Ces thèmes plus généraux vont être, par exemple, la charge de travail. Derrière la charge de travail, il y aura un ensemble de sous-codes qui sont le temps de travail, la charge mentale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou des choses du genre. Et donc, vous allez chercher à avoir des thèmes génériques, des grands thèmes, qui vont vous permettre d'avoir donc des catégories. Ces catégories, vous allez ensuite les analyser de deux manières. D'une manière verticale, vous allez prendre ces différents thèmes et vous allez voir comment pour chacune des personnes que vous avez interrogées, ces différents thèmes se trouvent illustrés. Est-ce que pour le sujet numéro 1, le sujet numéro 2, le sujet numéro 3, la question de la charge de travail est différemment illustrée? Un va dire « moi je suis crevé », le deuxième va dire « je trouve qu'on n'est pas assez aidé », le troisième va dire « moi je trouve que c'est plutôt bien réparti ». Cette analyse verticale, donc ça veut vraiment dire comment la personne traverse l'entretien à partir des thèmes que vous aurez dégagés, va être ensuite mixée dans une analyse plus horizontale.
Dans l'analyse horizontale, vous allez croiser les différentes thématiques. Sur la charge de travail, donc, vous allez dire, eh bien voilà, sur les 3 personnes que nous avons interrogées, 2 sur les 3 sont d'accord pour reconnaître que nous sommes épuisés lorsque nous travaillons avec des jeunes qui sont atteints du spectre de l'autisme en week-end parce que nous disposons de trop peu de moyens de pouvoir les encadrer. Le 3e, par contre, se démarquera des 2 autres en disant qu'il ne voit pas de difficulté et vous essayerez de comprendre pourquoi 2 pensent comme ça, alors que le 3e semble penser autre chose. Une fois que vous aurez réalisé cela, il faudra s'assurer de la saturation de vos données. Est-ce que les différentes personnes que vous avez interrogées vous permettent d'arriver à un moment donné où une nouvelle rencontre, un nouvel entretien n'apportera pas grand-chose de plus que ce que vous avez déjà comme information? En l'occurrence, si vous travaillez sur le bien-être des enseignants en utilisant les moyens technologiques comme Teams ou comme Zoom ou bien comme Skype ou ce que je suis en train de faire maintenant, eh bien au bout de quelques enseignants, peut-être que vous aurez une redondance des informations. Vous aurez une catégorie d'enseignants qui vous dira que c'est très chouette, une catégorie d'enseignants qui vous dira qu'ils aimeraient le faire mais qu'ils n'y parviennent pas, et une catégorie d'enseignants qui vous diront qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils font, voire qu'ils ne voient pas l'intérêt de ce genre de dispositif. Interroger encore et encore des enseignants ne vous apportera plus grand-chose. Vous avez établi les 4 catégories, et donc les 4 grandes thématiques, par exemple, qui reviendront. Vous êtes arrivé, comme on le dit, à saturation des données. Après avoir présenté vos résultats, vous allez à ce moment-là devoir les discuter. Donc, une fois que vous avez choisi votre outil d'analyse, une fois que vous l'avez présenté, que ce soit donc de l'analyse de contenu, de l'analyse thématique, de l'analyse des verbatims, vous allez ensuite discuter vos résultats au regard de la théorie que vous avez développée dans la partie théorique de votre TFE. Est-ce que finalement ce que vous avez sur le terrain rencontre d'une façon ou d'une autre ce que la littérature prévoyait? Reprenons le thème de la charge de travail. Supposons que c'était un TFE sur l'épuisement professionnel, le burn-out. Vous repérez qu'effectivement, 2 des 3 professionnels rencontrés vous disent qu'ils sont insuffisamment accompagnés sur le terrain et trouvent que leur charge de travail est excessive. Eh bien, vous allez voir dans quelle mesure ce qu'ils disent fait écho à ce que dans la théorie vous aviez mobilisé. Est-ce que dans la théorie, quand on parle de charge de travail, effectivement, on parle d'épuisement, on parle d'un grand nombre de professionnels reconnaissant qu'ils sont en difficulté? Ou bien peut-être que la littérature va dire tout à fait autre chose. L'objectif, vous voyez, c'est que pour chacun des chapitres de votre TFE, vous essayez de voir, grâce à votre partie empirique, si cette partie empirique répond à la partie théorique. 3 possibilités se dégagent alors. Soit ce que vous allez avoir sur le terrain, à travers des entretiens, à travers un dispositif d'expérience de pensée, à travers différentes modalités que vous allez utiliser, vont aller dans le sens de la théorie. Alors ça, c'est très bien, ça veut dire que ce que vous avez expérimenté sur le terrain rencontre une réalité qui avait été définie par les auteurs, tout va bien dans le meilleur des mondes, ce que vous amenez ici renchérit une partie de la littérature sur le sujet. Soit ce que vous avez sur le terrain va à l'opposé de ce que la théorie prévoyait. Alors ne vous croyez pas à ce moment-là dépositaire d'un savoir inédit, peut-être que tout simplement il y a des biais ou des erreurs dans la façon dont vous avez mené votre partie empirique. Il va falloir à ce moment-là être critique. Ça signifie que vous allez devoir examiner pourquoi les données que vous avez récoltées vont dans un sens différent de ce que la théorie prévoyait. Est-ce que vous avez mal géré vos entretiens? Est-ce que vos questions étaient mal construites? Est-ce que les personnes sélectionnées dans votre échantillon finalement ne sont pas du tout représentatifs de ce que la théorie prévoyait? Est-ce qu'il y a d'autres variables qui expliqueraient mieux les résultats? Est-ce que, de manière générale, vous avez commis telle ou telle erreur? Il s'agit donc d'être critique. Enfin, il est possible que le terrain dégage des
documents, des éléments qui n'étaient pas prévus par la littérature. C'est souvent le cas le plus excitant, mais il faut à ce moment-là raison garder et se demander si réellement ce que vous avez trouvé sur le terrain est novateur, ou bien si vous n'avez simplement pas, dans la partie théorique, été chercher ce type d'information. Et dans ce cas-là, il faudra, avec votre promoteur de TFE, peut-être, et s'il le souhaite, aller voir si la littérature a déjà écrit des choses sur le sujet et simplement le mentionner dans cette partie dite de discussion. Ensuite, vous arriverez à la partie, si vous suivez toujours le processus auquel je vous invite, et de nouveau, j'insiste une fois encore, il n'y a pas d'obligation de procéder comme tel, vous arriverez à une partie qu'on appelle limite et perspective. Il s'agit donc maintenant d'être critique sur votre démarche. Est-ce que votre processus théorique et empirique est grevé d'une façon ou d'une autre de différentes reproches qu'on pourrait vous faire ? Vous n'avez pas suffisamment lu, vous avez lu de vieux documents qui ont plus de 30 ans, vous n'avez pas lu en anglais, vous avez plutôt été du côté sociologique et pas assez du côté psychologique, vous n'avez interrogé aucun éducateur, vous vous y êtes mal pris pour votre partie pratique, vous n'avez interrogé que 2 bénéficiaires alors qu'il fallait en interroger plus, vous avez interrogé l'équipe éducative alors qu'en fait c'était plutôt les bénéficiaires qu'il fallait interroger, vous avez eu accès aux familles mais pas du tout aux familles que vous imaginiez. Bref, il faut prendre vos lunettes critiques et, comme un professeur sévère, noter ce qui ne va pas dans votre travail, non pas pour vous flageller, mais simplement pour montrer que vous avez cette capacité à prendre une distance par rapport à votre production et à pouvoir l'interroger de façon tout à fait rigoureuse. Évidemment, ces limites vont dessiner des perspectives. Ça veut dire que si demain votre travail devait être repris par quelqu'un d'autre, eh bien, vous pourriez inviter cette personne alors à soit investiguer des domaines que vous n'avez pas eu l'occasion d'investiguer, soit de partir des conclusions auxquelles vous arrivez, soit de pallier des problèmes que vous avez malheureusement rencontrés et qui pourraient être évités si les successeurs de votre recherche s'y prenaient autrement. Ensuite viendra le dernier moment, celui de la conclusion, de la synthèse générale de votre travail. Je résume donc la partie empirique. Très souvent, il s'agit de présenter le dispositif dans lequel vous allez travailler. C'est une méthode qualitative, la plupart du temps, on l'a évoqué, pour des raisons tout à fait pratiques, et cette méthode qualitative, il va falloir l'expliquer. Quel en est l'intérêt, quelle en est la portée. Pour ce faire, il y a toute une série d'ouvrages. Je pense ici à ce magnifique ouvrage d'Olivier de Sardon, La rigueur du qualitatif, qui vous explique pourquoi les recherches qualitatives sont intéressantes. Mais vous pouvez également trouver des informations sur ce sujet dans le manuel de recherche en sciences sociales de Kivy et Van Kempenhout, qui de nouveau vous explique. Dernière partie qui complète ce que je viens de dire à l'instant, mais comme me l'a fait remarquer très justement ma petite fille, mon appareil était arrivé à 30 minutes et donc il s'est arrêté tout seul, donc je reprends juste pour quelques instants mes conclusions. Il s'agit donc de présenter la recherche qualitative et son intérêt. Une fois que vous avez présenté cette recherche qualitative et son intérêt, on va vous demander d'expliquer comment vous avez procéder. Donc, quel est finalement l'outil que vous allez employer? Cet outil, donc peut-être, comme nous l'avons vu, de l'étude de cas, de la recherche documentaire, des entretiens semi-structurés, ou encore d'autres moyens que vous estimeriez intéressants, comme les entretiens compréhensifs. Il va falloir expliquer pourquoi vous utilisez ce moyen-là et expliquer comment vous avez construit votre guide d'entretien, s'il y a un guide d'entretien derrière éventuellement, ou expliquer comment vous avez procédé pour les autres moyens. Ensuite, on va vous demander de savoir comment vous avez construit votre échantillon. Et il s'agira de montrer qui sont les personnes que vous avez interrogées, pourquoi vous les avez interrogées, elles et pas d'autres, et en vue de quoi vous les avez interrogées. Viendra ensuite la partie de présentation des résultats.
Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il s'agit à partir d'une méthode que vous allez choisir. J'ai présenté l'analyse thématique tout à l'heure, où vous dégagez des grands thèmes et puis vous analysez ces thèmes de manière verticale et ensuite de manière horizontale pour faire un dialogue entre les différents acteurs ou les différents verbatims. Il s'agira ensuite donc de présenter de manière un peu brute ces différents résultats en disant que un tel dit ceci, un tel dit cela, sur tel thème un tel dit ceci, sur tel thème un tel dit cela, sans nécessairement vous mettre à analyser plus subjectivement ces résultats, vous les présentez. Dans une partie suivante, vous allez donc faire de la discussion de ces résultats. Vous allez voir dans quelle mesure ces résultats vont dans le sens prévu par la théorie que vous allez mobiliser, si ces résultats s'en écartent, s'ils s'en écartent, pour quelles raisons s'en écartent-ils, et si ces résultats finalement présentent des éléments auxquels vous n'aviez pas songé. Et là, il s'agira de savoir si ces éléments peuvent être retrouvés dans la littérature sur le sujet. Viendra ensuite un moment de limite et de perspective, dans lequel vous détaillerez quels sont finalement les éléments qui sont plus critiques, au sens de limites qu'on pourrait vous faire à travers votre travail, et également des différentes, comme je l'ai évoqué, perspectives que votre travail ouvre, parce qu'il y a des côtés très heureux à un travail comme celui que vous avez réalisé dans votre TFE. Et enfin, vous ferez donc une synthèse générale et une critique bibliographique des ouvrages que vous avez glanés durant votre TFE. De manière générale, et je clôturerai tout cet exposé par cela, nous cherchons à travers le département, à travers les propos que soutiennent Madame van der Meulen et Monsieur Van Eck, d'être au plus près de vous, au plus près de vos réalités, au plus près de vos besoins, dans une volonté farouche qu'ils ont, mais que tous les collègues du département ont, que vous connaissez et qui sont soucieux, croyez-moi, tous les jours de vous accompagner au mieux, d'essayer de pallier cette situation tout à fait inédite dans laquelle nous sommes pour vous offrir les meilleurs accompagnements possibles. Tout cet esprit de ce département se retrouve derrière ce que j'ai essayé de vous présenter ici. À travers ce que je vous ai dit, c'est l'ensemble du département qui s'adresse à vous, l'ensemble de mes collègues qui vous adressons ici un témoignage vibrant, très authentique, où nous vous disons que nous sommes derrière vous, nous sommes avec vous, nous essayons vraiment de vous soutenir par rapport à ce qui se passe et nous tenterons du mieux que nous pourrons, en nos qualités respectives de professeurs et de promoteurs de TFE, de vous accompagner jusqu'au terme de votre travail pour que ce travail soit rendu avec le plus de fruits possible et le moins de désagréments possible. Prenez donc tous bien soin de vous, prenez également soin de vos proches, n'hésitez pas à mobiliser vos différents promoteurs de TFE, ils sont là pour vous aider. N'hésitez pas à mobiliser les différents enseignants qui vous sembleraient utiles à pouvoir contacter. Gardez à l'esprit donc que nous vous soutenons, que nous souhaitons le meilleur pour vous pour la suite de cette année et que si les doutes sont présents et les incertitudes sont encore là au moment où cette vidéo est proposée, nous essayerons de semaine en semaine, de jour en jour et d'heure en heure de pallier ces incertitudes et ces doutes pour vous donner, si possible, le chemin le plus agréable qui vous conduira vers la diplomation. Nous vous disons donc à bientôt et nous vous remercions chacun et chacune au sein de ce département pour toute l'énergie, la formidable énergie, le courage fantastique dont vous allez faire preuve dans la rédaction de votre TFE. Nous pensons très fort à vous. Courage et